30 jours d'obscurité de Jenny Lund Madsen chez Gallmeister. Chapitre 1. Une main s'entremêle à l'autre sur la coudoir du milieu. Ils s'adossent dans un mouvement conjoint. Il tourne la tête à un millième de seconde avant elle. Il a peur de l'avion mais tente de le dissimuler, contrairement à elle qui feint d'avoir peur. Ils se font l'amour du regard et testent leurs sentiments en quittant la terre. Je campais sur une montagne. Je faisais du ski. Je t'ai coupé le souffle. Je dansais à Bruxelles. L'avion flotte dans les airs, sa main légèrement moite. Bon, et maintenant, comment construit-on une intrigue autour d'une relation amoureuse en partant des premiers émois? Comment décrit-on les sentiments qui animent deux personnes sans avoir l'air d'une pâle copie de Goethe ou pire, d'une copie trop conforme de Barbara Cartland? Dans un cas comme dans l'autre, quelle banalité! D'un coup sec, sur la touche supre, elle efface le dernier paragraphe et ravale son impression de ne pas être à la hauteur avec un grand verre de vin rouge, et un deuxième, car il faut plus d'un verre pour se débarrasser du sentiment de médiocrité. Anna Kroes-Bendix n'a jamais reçu une seule mauvaise critique, pas un seul mot négatif sur le moindre de ses 4 romans. C'est une superstar littéraire, 2 fois nommée au Grand Prix de littérature du Conseil nordique. Elle ne l'a pas remporté, certes, mais qu'importe. Elle estime que la littérature ne s'évalue pas avec des prix. D'ailleurs, elle a toujours refusé les nombreuses récompenses qu'on a voulu lui décerner au fil des ans. Anna a l'intégrité dans la peau depuis 45 ans, et elle soutiendra toujours qu'il est en dessous de sa condition de chercher un quelconque succès commercial. Son éditeur est peut-être le seul à savoir qu'il s'agit d'un mensonge. Recommencez le dialogue. Certaines rues de Copenhague n'existent que dans mes rêves. Mais sont-elles moins réelles pour autant? Et encore, supre. C'est la première fois qu'elle aborde des relations amoureuses dans un livre, et pour l'instant, l'ensemble ne paraît pas dépasser le coup d'un soir. D'un geste d'impatience, Anna se lève de son bureau. Design allemand, bois d'acajou, de quoi soutenir ces mots habituellement si brillants. Mais il n'y a pas grand-chose à soutenir aujourd'hui, les mots ne viennent pas. Pas plus que les jours précédents. Anna arpente son appartement. 67 mètres carrés, c'est vite fait. Elle s'approche de la fenêtre, l'ouvre, crache la fumée de sa cigarette au-dessus des toits. C'est une belle journée. C'est beau Copenhague, sous le soleil d'automne, avec tous ces gens qui s'obstinent à porter des manches courtes malgré le mois de novembre. Comme si garder la peau nue prolongeait l'été. Parfois, elle envie ces gens qui promènent leur progéniture en poussette et se saluent avec insouciance en buvant du chai latte soja dans des gobelets en carton. Les Copenhagois ont le chic pour avoir l'air heureux les dimanches. Pendant un court instant, elle songe à y aller. Bastian lui céderait tout pour les mois à venir. Obtenir la reconnaissance et l'indulgence de son éditeur pendant plusieurs mois, c'est une idée plutôt séduisante. Très tentant. Mais elle écrase son mégot et se ressaisit. Elle ne va quand même pas se rendre à une foire du livre à la con pour signer des romans à des ploucs qui ne font même pas la différence entre les livres et la littérature. Et puis, ce n'est pas comme si son absence allait décevoir des hordes de fans bruyants ayant rempli des cars entiers pour assister à l'événement. Le lectorat de Anna est aussi restreint qu'il est élitiste. Malgré la reconnaissance du milieu, elle dépend toujours du soutien de l'État. Elle écrit ce genre de livre où un vieil homme boit une gorgée de café et médite dessus pendant 40 pages avant d'en prendre une deuxième. Pendant ce temps, le café a refroidi, et la plupart de ses lecteurs aussi. Anna va dans la cuisine en se persuadant qu'il y a un but à cette action. Mais il n'y en a aucun. Elle s'invente une faim qui n'existe pas, car elle a pris son petit déjeuner il y a tout juste 1 heure. Pas plus, vraiment? L'horloge digitale qui brille sur le four lui donne mauvaise conscience. Il n'est même pas 11 heures, et elle en est déjà à son 3e verre de vin et à sa 5e cigarette. Il faut que ça cesse. Dorénavant, pas une goutte d'alcool avant midi. Une résolution qu'elle a maintes fois essayé de tenir, et elle sait pertinemment qu'elle n'y parviendra pas davantage cette fois-ci. Nom de Dieu! Le cliché de l'écrivain dans toute sa splendeur. Elle ouvre et referme plusieurs placards. Même rituel avec le réfrigérateur. Ouvrir, fermer. Mais l'appétit ne vient pas, rien ne lui fait envie. Pourquoi l'inspiration a-t-elle commencé à lui faire défaut dernièrement?
Correction, ce n'est pas l'inspiration qui lui fait défaut. Elle ne manque pas de matière. Le problème, c'est plutôt le traitement des idées. Sous forme littéraire, bien entendu. Un sentiment, une réflexion sagace ou un mot bien senti ne suffisent plus à donner l'impulsion à un bon récit. Car la suite ne vient pas. Ou plutôt ce qui vient est médiocre, oscillant entre le lieu commun, le maniérisme et l'insignifiance. Elle ne parvient plus à toucher le nerf qui fait habituellement vibrer sa prose. Les descriptions de personnages sont le point fort de Hannah. C'est comme une intuition chez elle, si bien que le lecteur ne se sent pas juste familier de ses héros. Il a l'impression qu'ils vivent en lui. Hannah est une observatrice. Quand tout le monde autour d'elle se bat pour avoir la parole au cours d'un dîner, elle observe. Elle n'est pas du genre à attirer l'attention sur elle en parlant fort ou en gesticulant. Elle reste dans un coin, sans dire un mot, et lâche un sourire fugace quand la conversation devient un peu embarrassante. Hannah observe cette personne au regard errant, dont les déclarations vides de sens témoignent d'une certaine intimité avec ses comparses, tout en révélant une distance et une tentative désespérée de ne pas être percée à jour. Mais que cache-t-elle, cette personne? Un déséquilibre mental? Un sentiment d'ennui? Une volonté de protéger quelque chose de trop précieux pour son entourage? C'est ce genre de signaux qui alimentent les réflexions de Hannah. Elle les façonne pour en tirer des écrits bouleversants qui instruisent ses lecteurs des choses de la vie. Mais Hannah commence à douter que qui que ce soit puisse tirer des enseignements de ses romans. Et elle en dernier lieu. Ce ne sont que des divagations couchées sur le papier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle donne une chance à l'amour, pour revenir sur la bonne voie, ou peut-être pour en ouvrir une nouvelle. Mais difficile de tisser une intrigue autour d'une histoire d'amour quand aucune de vos relations n'a surmonté le premier obstacle. Et peut-être plus difficile encore quand vous ne croyez pas au concept de l'intrigue. Elle jette un œil par la fenêtre de la cuisine. Des enfants jouent dans la cour. Si tant est que récupérer de l'eau dans un grand tonneau pour arroser les fleurs soit un jeu. À en juger par leurs sourires et leurs cris de joie, cela semble en tout cas être un passe-temps amusant. Hannah soupire. Une vie si légère, si insouciante. Elle se ressaisit. Elle ne va quand même pas se mettre à verser dans le sentimentalisme. Pour être tout à fait honnête, elle est partiellement responsable de ses problèmes, surtout en matière d'amour. Ce n'est pas que Hannah soit incapable d'aimer. Cela lui est même arrivé assez souvent, mais jamais longtemps. De manière générale, elle n'est pas d'une grande patience avec les autres, et les relations amoureuses la déçoivent toujours avant d'avoir vraiment eu le temps de se développer. Ou ce n'est pas exactement qu'elle la déçoive. Elle l'ennuie plus précisément. C'est peut-être parce qu'elle passe tout son temps à se creuser la tête pour nourrir ses personnages. Mais elle a toujours l'impression d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Elle aimerait être surprise, rencontrer quelqu'un d'imprévisible. Mais elle commence à désespérer qu'une telle personne existe. Bastian ne doute pas d'elle, jamais. Mais il manque sérieusement de discernement. S'il n'était pas son meilleur, soyons honnêtes, son seul ami, son plus grand fan et son éditeur dévoué, elle l'aurait lâché depuis bien longtemps à cause de ses courtisaneries commerciales. Souvent, elle se dit que c'est bizarre. Pourquoi s'embarrasse-t-il d'elle? Hannah est la seule véritable écrivaine publiée par Bastian. Tous les autres écrivent des livres de cuisine, des polars, des romans de gare. Toutes ces merdes que les gens achètent parce que ça ne fait pas de mal à une mouche et que c'est vite digéré. Des livres qui apportent des réponses avec des gentils et des méchants, des problèmes résolus. Les romans de Hannah ne comportent pas de réponses, pas même de questions. Ils exigent des lecteurs qu'ils pensent par eux-mêmes, qu'ils se laissent pénétrer, qu'ils ressentent. Et ça, de moins en moins de gens en sont capables. Hannah pousse un profond soupir. Au fond, elle sait que ce n'est pas elle qui devrait envisager de lâcher Bastian. C'est lui qui aurait dû la laisser tomber il y a bien des années. Elle est désagréable, ne vend rien. Si Bastian insiste pour continuer à la publier depuis 14 ans, c'est soit par prestige, soit par philanthropie, soit par manque de discernement. Et chaque fois qu'elle y réfléchit, la troisième option lui apparaît comme étant la plus plausible. Dans un éclair de lucidité, elle se dit qu'elle lui est redevable. Elle profite de cette subite prise de conscience pour appeler Bastian et l'informer qu'elle ira à la foire du livre. De toute façon, il ne sort que de la bouillie de son stylo. Bastian est content. Devant le palais des congrès du Bella Center, Hannah allume une cigarette et regrette sa décision.
Elle remplit ses poumons de courage pour affronter les visiteurs de la foire et observe les portes vitrées, poussées par des mains graisseuses, aspirer et recracher une ribambelle de têtes grisonnantes, de Jutlandais et d'enfants lancés à l'assaut du royaume des livres. C'est avec ces gens-là qu'elle est censée discuter. Nom de Dieu, autant crever tout de suite. « Excusez-moi, pourriez-vous vous éloigner un peu de l'entrée avec cette cigarette ?» Anna se retourne. Ses yeux tombent sur les cheveux d'une femme qui, en d'autres temps, aurait fait une remarquable paysanne. Dans notre réalité, elle est éducatrice et ses 4 centimètres de racines châtain clair indiquent que sa dernière décoloration ne date pas d'hier. Anna baisse le regard vers les yeux offusqués de la femme. Avec une mine affligée, l'éducatrice désigne le petit groupe d'enfants turbulents qui se tient derrière elle. La zone non-fumeur s'étend jusque là-bas. Elle pointe le doigt vers un hangar situé si loin qu'on le devine à peine. « Ok, donc je suis censée aller en Suède pour fumer une clope », rétorque Anna avec un sourire outragé. « C'est pour le bien des enfants. Ils pourraient être tentés de commencer en vous voyant. Ou pire, attraper le cancer. En me voyant fumer ? En recevant votre fumée dans le visage. » Anna lance un regard las vers la paysanne réincarnée en éducatrice, puis baisse les yeux sur les enfants qui la fixent comme s'ils se trouvaient face à Dark Vador. Elle s'incline vers le garçon le plus proche, un morveux aux joues rouges, et tend vers lui sa cigarette incandescente. « Tu te sens de la finir ?» Le gamin apeuré secoue la tête. Anna se redresse et regarde l'éducatrice droit dans les yeux. « Vous voyez, je les incite à que dalle !» Elle écrase sa cigarette, fait volte-face et s'enfonce dans les abysses de la foire du livre, tout en ignorant les cris qui lui enjoignent de venir ramasser son mégot et de le jeter à la poubelle. Les stands des magouilleurs de livres délimitent les allées d'un labyrinthe où chacun se perd, tant les grands-mères pompettes des clubs de lecture que les jeunes couples vissaient à leurs enfants. Certains sont en quête du prochain grand frisson littéraire, d'autres espèrent entrevoir leur écrivain favori, tandis que la plupart tentent sans doute juste d'échapper à l'ennui du domicile familial. La tête dissimulée dans un foulard, Anna se fraye un chemin à travers la foule, parvenant ainsi à éviter la confrontation avec ses confrères, les lecteurs et les journalistes. Le souffle court, assaillie de sueur froide, elle sent son agoraphobie marquer un pic en arrivant devant la petite table où sont disposés ses livres. C'est donc là qu'elle va devoir rester plantée pour la séance de dédicace. Bastien n'est pas là. Il avait pourtant promis. Elle constate avec dépit que la pile de ses livres est intacte et que manifestement ce n'est pas près de changer. Mis à part la stagiaire avachie qui tient le stand de la maison d'édition, Anna est seule. Elle retire son foulard. La jeune femme ne la reconnaît pas. Il y a une offre spéciale foire du livre sur ces romans, 2 pour le prix d'un. On a du mal à les écouler, mais ils sont très bons. L'autrice a remporté le Grand Prix de littérature du Conseil nordique 2 fois. Anna sent l'exaspération la ronger jusqu'à la moelle. Cette écrivaine n'a jamais remporté le Grand Prix du Conseil nordique. Si, elle s'appelle Anna Kroos Bendix. C'est l'une des plus grandes écrivaines danoises. Peu de gens la connaissent, c'est tout, mais personnellement, c'est mon autrice favorite. Anna a envie de brandir le revolver que, par chance, elle n'a pas dans son sac. Le sarcasme et l'humiliation sont ses seules armes. « Ah bon, votre autrice favorite. Vous avez peut-être un roman particulier à me recommander dans ce cas. » La stagiaire alimente son mensonge avec un sang-froid terrifiant. « Je viens en silence et vraiment épique. » « Épique ! Oui, enfin, bon, c'est un peu spécial, mais c'est son style. C'est très profond. »« Profond ? Oui, enfin, c'est difficile à expliquer parce que... »« Parce que vous ne l'avez jamais lu ?» l'interrompt Anna. La stagiaire cligne des yeux dans un moment d'hésitation, mais elle n'a pas le temps d'articuler une riposte. Anna est plus rapide. « Vous n'avez rien à faire sur une foire du livre. Vous n'avez aucune légitimité à vendre des œuvres que vous avez l'audace de prétendre avoir lues, alors que de toute évidence, vous n'en savez pas plus sur la littérature que... » « Que ?» Bastien et ses 2 mètres de haut apparaissent derrière Anna. Il l'interroge du regard et se tourne vers la stagiaire ratatinée qui tente de retenir ses larmes derrière le comptoir. « Qu'une idiote d'illettrée !» Anna rage de ne pas être parvenue à trouver une insulte plus raffinée. Elle éprouve en même temps une vive contrariété en découvrant que la stagiaire n'est pas assez lâche ni honteuse pour s'effondrer complètement. Au lieu de cela, la jeune femme redresse la tête. Certainement convaincue que son chef, le grand et beau Bastien, s'apprête à neutraliser l'agressive inconnue d'un bras ferme pour l'escorter hors du bâtiment. Anna sait qu'il n'en sera rien. Claudia est nouvelle, elle est étudiante en lettres. Probablement toujours convaincue d'une intervention imminente, Claudia bombe un peu la poitrine en entendant son nom. J'étais simplement en train de présenter l'œuvre de Anna Kroos Bendix à cette cliente quand tout à coup elle s'est mise à m'agresser. Une femme qui joue la victime.
C'est d'un banal. Claudia lorgne vers l'éditeur. Alors, quand est-ce qu'il la met dehors? Anna commence à se délecter du conflit. Avec un peu de chance, Bastiane va finir par la virer. Elle verrait bien la séance de torture se prolonger un peu, juste pour le plaisir. Quiconque se permet de donner des leçons sur ce qu'il ne connaît pas mérite une mort lente et douloureuse. Mais d'un autre côté, elle a autre chose à faire que de discuter. Ces livres ne vont pas se signer tout seuls. J'ignore si vous êtes spécialisé en publications sur les réseaux sociaux ou en blog de mode, mais certainement pas en littérature. Sinon, vous sauriez que je suis Anna Kroes-Bendix, l'autrice des livres que vous avez essayé de refourguer comme des bocaux de cornichons en promo. Claudia a le souffle coupé. Anna, elle est nouvelle. Bastiane tente de calmer le jeu. Je ne pouvais pas deviner que c'était vous. Vous êtes tellement différente sur les photos. Vous avez vraiment beaucoup vieilli. La jeune femme tripote les livres de Anna pour essayer de les remettre en place, comme si ça allait arranger les choses. L'écrivaine ravale une remarque cinglante. Elle se contente de retirer son manteau et de le jeter derrière le comptoir. Et si vous alliez vous acheter une tasse bien chaude de chai latte bio, pendant que je signe mes romans épiques durant toute la prochaine heure. Claudia lève les yeux vers Bastiane comme une élève qui demande l'autorisation d'aller aux toilettes. Allez, prends une pause. Claudia s'éclipse, son dos raide et sa poitrine bombée aussi. Ravi de te voir en forme et des gens en train de terroriser le personnel, lance Bastiane en martelant la table de son index. Ça aurait été trop compliqué de trouver une stagiaire qui ait lu au moins un de mes livres. Bastiane hésite. Anna soupire. Évidemment. Si elle ne parvient pas à garder de nouveaux lecteurs rapidement, elle est bonne pour mettre tout son stock d'invendus au pilon. Note bien que si je suis là, c'est uniquement par charité. Est-ce que tu pourrais au moins sourire aux gens? Un sourire démoniaque ou aguicheur? Juste un sourire normal. Je sais que tu en es capable. En signe d'encouragement, Bastiane lève ses bras étriqués dans une veste de costume. Pourquoi s'habiller comme un homme d'affaires quand on est éditeur? Anna se rappelle l'époque où le velours côtelé et la laine constituaient la base du vestiaire de Bastiane. Mais ça, c'était avant le redressement économique des années 2000, et avant qu'il ne devienne éditeur. Il a commencé à porter des costumes de coupe et de formes diverses à ses débuts dans le milieu. Il s'agissait sans doute d'un choix délibéré pour marquer son passage du statut d'étudiant passionné à celui d'homme de lettres à plein temps. De la passion des livres pour l'amour de la littérature à la passion des livres pour l'amour de l'argent. Anna, elle n'a jamais pris ce virage. Mais au fond d'elle-même, elle se réjouit que Bastiane l'ait fait. En regardant ses œuvres posées sur la petite table, elle ressent une pointe de gratitude à l'égard du revirement de son ami. S'il n'était pas sur cette table, ses livres seraient introuvables sur la foire. Néanmoins, elle ne peut s'empêcher de regretter cet homme de velours et de laine qu'elle a rencontré lors d'une lecture de La Vallée des Papillons d'Inger Christensen à la fin des années 1990. Un, deux, vous m'entendez? Anna lève les yeux. Un micro siffle, celui-là même qui vient d'émettre une frêle voix féminine. Cette voix provient d'un corps encore plus frêle. Nastasia Sommer. Là, sur une scène, 2 chaises y sont posées, et sur une petite table, 2 verres d'eau. La journaliste culturelle, par ailleurs totalement ignare, tapote sur le micro. Encore cet horrible sifflement. Pour sûr qu'on l'entend, une affiche est placardée derrière elle. Le sang de Anna ne fait qu'un tour. On y voit le visage de John Jensen, l'auteur de romans policiers le plus abominable et l'objet de haine numéro 1 de Anna. Manifestement, Natasja Sommer s'apprête à l'interviewer. Là, maintenant, sur cette scène. Anna prend une profonde inspiration. Elle savait que c'était une mauvaise idée de venir à cette foire du livre.